technicien, le service com a oublié de nous mettre les micros. Et il était trop tard pour les récupérer. Donc on va parler un peu plus fort en essayant de... Donc il a demandé un silence complet. C'est bien la première fois que ça nous arrive, mais bon, on va y arriver. D'abord, merci d'être là. Et une seule chose avant d'entamer la question du jour, je voudrais quand même nous féliciter d'une victoire internationale. Mumia Abu Jamal ne sera pas exécutée. Pour avoir depuis des années et des années et des années accompagné cette lutte, je crois que pour le monde entier, ça récompense une lutte, mais c'est aussi un espoir par rapport à l'abolition totale de la peine de mort, pour avoir réussi à obtenir cela aux États-Unis. Bon, je ne vais pas développer, mais je trouvais que c'était un grand événement, et c'était tellement un grand événement que le plus marquant, c'est que nous, les combattants, tout d'un coup, à la une des journaux télévisés hier soir, on parlait de Mumia Abu Jamal, alors qu'on n'en a jamais entendu parler dans les médias, alors que tous les mercredis par exemple, le comité qui le défend, qui se bat pour lui, était place de la Concorde depuis des années. Enfin bon, je ne vais pas développer, mais ça montre que le combat acharné, les luttes déterminées sur des valeurs et des principes fondamentaux, obstinément tenir le coup, ça marque et on gagne des points. Voilà. Bien, donc il faut qu'on fasse pareil pour ce qui nous occupe ce soir. Et notre assemblée, là, presque symboliquement, c'est pas mal, elle se tient pendant que les 27 sont en train de déjeuner au déjeuner inaugural de la je ne sais combien énième réunion pour essayer de trouver des solutions à la crise, à leur crise. Donc, et ce soir, donc, notre ambition est d'essayer d'y voir un peu plus clair dans ce bain qui nous entoure maintenant quotidiennement. Nous baignons dans la crise financière, nous baignons dans les agences de notation, nous baignons chaque jour dans la rigueur budgétaire nécessaire, dans les plans d'austérité et en fait, on peut devenir presque chaque citoyen avec cette crise et la façon dont idéologiquement et médiatiquement ils essayent de nous faire entrer dans le crâne que nous serons obligés de subir l'austérité, la rigueur et le pire, nous contraint en fin de compte, à nous, chaque citoyen, à essayer de comprendre ce qui se passe, inquiet de son avenir, sentant que vraiment on va nous emmener vers des choses catastrophiques, et tout d'un coup, on nous parle de AAA et agences de notation, les marchés financiers, maîtres de notre destin, on les découvre, et tout d'un coup, c'est eux qui doivent décider de nos vies et intervenir dans nos vies quotidiennes. Donc on est bien obligé de se demander ce qui se passe et de comprendre et surtout de chercher si vraiment il n'y a pas de solution autre que celle qu'ils sont en train de nous concocter ou si il y a d'autres solutions. Et bien sûr la question c'est bien de comprendre ce qui se passe et de trouver une alternative puisque c'est certainement la question essentielle qui nous est posée. Les élections et les enjeux de 2012, de toute façon, là, il y a l'histoire deux histoires qui se rencontrent. Les élections présidentielles et législatives en France devaient avoir lieu, de toute façon, et on est confronté à cette crise du système capitaliste qui arrive, et donc personne ne peut y échapper. Et donc désormais, l'enjeu des élections de 2012 est pour nous dépasse
un enjeu électoral, disons, un peu classique. La question est bien autre, puisque la question est véritablement de l'avenir de notre pays, de l'avenir de notre société, de l'avenir des peuples. Et au-delà, bien sûr, on le voit, ça dépasse la France, hein, c'est européen, c'est même mondial. Et donc, tout d'un coup, cet enjeu-là est au cœur des élections et nous oblige à considérer ces questions-là à cette hauteur-là. Et donc, pour nous qui souhaitons que Sarkozy soit battu, que la gauche gagne, et que nous nous retrouvions en 2012, après avril 2012 et juin 2012, avec un président de la République de gauche, et avec une Assemblée nationale, avec une majorité de gauche, la question est bien posée pour nous, pour faire quelle politique? Et quelles mesures devons-nous prendre pour, justement, affronter ces marchés financiers et à faire aller notre pays dans un tout autre sens que celui de l'austérité. Donc voilà, c'est un peu les questions, il me semble, qui nous sont posées. Et donc, et comment les citoyens, parce qu'on a mis sur notre tract, et ça peut paraître un peu téméraire ou un peu utopique ou un peu même huluberlu, prendre le pouvoir sur la finance. Comment faire? Est-ce que c'est possible? Et comment faire? Puisque la question, elle est bien là. Se dégager des pouvoirs financiers, des marchés financiers, et que les citoyens reprennent du pouvoir sur la finance. Voilà. Et bien voilà, donc Jacques Atlan et Gérard Filoche qui ont creusé, qui sont spécialistes de ces questions-là, on espère qu'ils vont nous aider à y voir plus clair et à nous armer en conscience et en solutions pour, dans la campagne qui va se développer, on puisse, nous plus armés, armer d'autres gens et faisant boule de neige, eh bien, arriver à véritablement faire en sorte que l'espoir en 2012 renaisse vraiment. Donc Jacques Atlan, Jacques, qui est donc membre du Parti communiste, eh bien va entamer le débat. Voilà. Et puis Gérard Filoche, donc conseil scientifique d'attaque, va continuer. Peut-être comme ça, le mieux c'est peut-être que vous fassiez vos interventions et puis après, eh bien, on discute. Voilà, Jacques. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai été pendant 40 ans dans une banque d'affaires à la direction des engagements, c'est-à-dire à la direction qui distribue les crédits. J'étais également un délégué syndical, CGT, et pendant pas loin de 40 ans. Malgré que j'ai occupé des fonctions de responsabilité. Ce n'était pas toujours facile, je dois le dire. Donc, est-ce qu'on entend? Ça va? Ah, parlez plus fort. Oui. Oui, c'est vrai. Ah, Balkany. Une fois de plus, oui. Enfin, ça va? La crise financière actuelle est celle d'un système devenu fou. La cause première de la crise actuelle de l'endettement public est d'abord d'origine politique. C'est Pompidou et Giscard d'Estaing qui décident en 1973 d'interdire le financement de l'État et des administrations centrales par la Banque centrale, c'est-à-dire par la Banque de France, et qui confie au marché financier, c'est-à-dire aux gros spéculateurs du monde et aux banques privées, le soin de financer l'État français pour ses investissements et ensuite pour également ses déficits budgétaires qui, à l'époque, étaient moins importants qu'ils le sont aujourd'hui. En Europe, c'est le traité de Maastricht et les traités ultérieurs qui interdiront
à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales de prêter aux États, sans les charges d'intérêt accumulées, fixées par les marchés. Pour la France, ça correspond l'an prochain à 50 milliards. La France aura l'an prochain à emprunter 200 milliards sur les marchés. Et le montant des intérêts va être relativement, le niveau du montant des intérêts va être relativement important et ce taux sera décisif, y compris pour l'avenir de notre pays. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des taux d'intérêt très faibles, comme le font toujours les banques centrales du monde pour leurs États, aucun État européen n'aurait aujourd'hui de dette insoutenable. La seconde raison de la crise actuelle de l'endettement public est l'excès de richesse des très riches qui alimentent la spéculation sur tout ce qui se vend, sur tout ce qui s'échange. Ce sont les très riches qui encaissent les intérêts financiers sur les crédits des États quand les dettes explosent, via les produits financiers et via les spéculations, ici sur l'immobilier, là sur un État affaibli, là sur les cours des produits alimentaires, sur les cours du pétrole, sur les cours des matières premières. Cet excès de richesse à un pôle de l'économie creuse des inégalités profondes dans l'ensemble de la société. Inégalités qui ont commencé à toucher toutes les couches de la société, y compris certaines comme les classes moyennes, avec toujours plus de pauvres parmi les employés, les ouvriers et maintenant les retraités, et une croissance très importante du chômage structurel de longue durée qui frappe plus particulièrement les jeunes. Ces inégalités ont été délibérément construites par les gouvernements de droite et le patronat, à l'aide d'une fiscalité de classe, cadeaux et niches fiscales pour les riches. Une part croissante de la valeur ajoutée allant au profit non réinvesti, c'est-à-dire les dividendes, au détriment des salaires. La perte des salaires dans la valeur ajoutée est énorme en 20 ans. Plus de 10 points du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse produite. Cela est la conséquence d'un rapport de force défavorable, il faut le dire, il faut le reconnaître, aux salariés du fait du poids du chômage de masse. La crise de l'endettement souverain, c'est-à-dire la crise de l'endettement des États, est prise dans un véritable cercle vicieux, avec des taux usuraires sur les marchés financiers, créant des dettes insoutenables pour les États. Les banques ont engrangé d'importants profits, mais dans le même temps, elles se sont fragilisées et elles ont été conduites à une plus grande frilosité dans leur activité classique de financement de l'économie, de financement des PME, des toutes petites entreprises, des TPE. Et cette politique est responsable d'un chômage grandissant et de situations difficiles pour les familles. Les personnes modestes et âgées sont dans l'incapacité d'obtenir un prêt immobilier. Les chefs des petites entreprises n'arrivent plus à obtenir la ligne de trésorerie indispensable à leur activité. Et les épargnants subissent une déperdition de la valeur de leurs économies. L'actualité, lundi, nous a donné l'image d'un Sarkozy, bras dessus, bras dessous, bisous, bisous, avec la chancelière allemande Merkel, acceptant l'essentiel des revendications de la droite allemande pour toujours plus d'austérité, pour une Europe régressive et autoritaire. Le journal Les Échos, La Tribune, notre journal financier, La Tribune, titrait mardi, vous voyez,
en première page, sommet franco-allemand, Merkel gagne par chaos. Et quand on nous dit que c'est Sarko qui a la main, on peut en douter. Ce sommet a été une mascarade, mais une honte pour la France. Au lieu de reconnaître les erreurs monstrueuses aux conséquences tragiques encore à venir des traités de Maastricht refusés par le peuple français à 54%, il faut le redire, en 2005, et refusés par d'autres peuples, et celui de Lisbonne, les deux dirigeants français et allemands, dans leur aveuglement dramatique et coupable, veulent modifier ces traités pour en renforcer et endurcir encore les éléments les plus nocifs pour les peuples, sans les consulter naturellement. Réduction des salaires et des retraites, réduction des couvertures sociales, assortie de sanctions automatiques en cas de non-respect d'un déficit public inférieur à 3% du PIB. Ils ne veulent pas revenir sur l'interdiction faite aux États de pouvoir se financer directement auprès de la Banque centrale européenne ou de leur Banque centrale nationale. Ils contraignent les États à se financer toujours sur les marchés financiers, à moins de 2% pour l'Allemagne, plus de 3% pour la France, 7% pour l'Italie, 16% pour la Grèce. Et avec des contraintes de plans d'austérité de plus en plus sévères qui cassent la croissance et détruisent par là la possibilité même de rembourser ses dettes, en grande partie illégitimes. Dettes qui s'accroissent et qui accroissent le chômage en creusant les inégalités. Nous sommes dans cette situation paradoxale qui fait que les pays dont les finances sont les plus détériorées au monde, le Japon, les États-Unis et le Royaume-Uni, ne sont pas attaqués par les marchés et peuvent continuer à s'endetter à des taux très bas, pour la simple raison que leur banque centrale fixe elle-même les taux sans s'embarrasser des agences de notation ni des marchés financiers. C'est le cas de la Fed, Banque centrale des USA pour les États-Unis, de la Banque d'Angleterre pour le Royaume-Uni, de la Banque du Japon pour le Japon, qui peuvent les financer directement en dehors des marchés financiers et à des taux proches de zéro, parfois pour relancer l'économie, comme le fait la Fed aux États-Unis. Financés directement par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales nationales, les 17 États de la zone euro, ce serait pour elles de violer l'article 123 du traité européen et selon les Allemands, cela serait actionner la planche à billets. Ce fameux article 123 interdit même d'aider un État à court de liquidité, quelles que soient les circonstances. Belle solidarité européenne. Heureux Américains, Anglais, Japonais, Suisses, qui n'ont pas abandonné tout leur pouvoir au marché financier et qui peuvent faire un peu d'inflation, à la différence de nos libéraux orthodoxes de gauche comme de droite, qui préfèrent les plans d'austérité et jouer à se faire peur et à risquer la catastrophe de la zone euro pour ne pas entamer leur dogme de l'économie de marché qui a fait faillite. Nos propositions au front de gauche, c'est d'inverser complètement, de fond en comble, la politique du financement de l'économie. Les établissements de crédit ont un rôle stratégique de service public à jouer pour impulser une nouvelle croissance, pour l'emploi. Il faut éradiquer la rentabilité des actionnaires et des spéculateurs, s'émanciper des marchés financiers et des agences de notation. En clair, une véritable relance économique nécessite une refonte de fond en comble de notre système bancaire et d'assurance. Les pouvoirs publics ne peuvent continuer à laisser l'économie se financiariser, se déréguler
en vue d'un transfert toujours plus important des entreprises vers le financement par les marchés et fermer les yeux sur les conséquences désastreuses de cette politique. Il n'est pas possible de faire le dos rond, d'attendre les jours meilleurs en se limitant à éteindre les incendies à coups de milliards d'argent public. Les dettes illégitimes se trouvent là, dans les renflouements par la Caisse des dépôts, des entreprises qui se financiarisent pour concourir à l'international, comme la BCE ou le Dexia. C'est d'une nouvelle architecture complète de financement de l'économie que notre pays a besoin, dans lequel la collectivité publique doit jouer le rôle central, au détriment des spéculateurs et des actionnaires des banques. La gravité de la situation actuelle appelle la création d'un nouveau service public, un service public bancaire et financier. Il y a urgence à mettre les banques et les compagnies d'assurance à l'abri des turbulences et des caprices des marchés financiers et les replacer dans leur cœur de métier afin de relancer les activités, l'emploi, les salaires, les investissements utiles, l'innovation et la recherche. Il faut socialiser les banques par la nationalisation et démocratiser leur gestion pour les mettre à l'abri de tout pouvoir des actionnaires privés. Il faut contrôler les mouvements de capitaux dans l'Union européenne avec le reste du monde. Il faut en finir avec les paradis fiscaux, avec l'évasion fiscale. Il faut revaloriser la valeur travail et rendre leur dignité aux salariés à tous les niveaux. La monnaie est un bien public. Il est donc logique que l'argent des banques, c'est notre argent, vos dépôts, vos salaires, vos retraites, cet argent serve l'intérêt général et non pas les intérêts des actionnaires des banques et de la spéculation. Le gouvernement et Sarkozy, pour la France, sont responsables du krach financier vers lequel on s'achemine, car leur stratégie cynique est suicidaire. Les effets de la dérégulation financière prônée par l'Union européenne sont déjà dramatiques pour les peuples européens. On peut voir ce qui se passe en Grèce, en Italie, en Espagne, et ils veulent continuer à appliquer scrupuleusement cette même politique de prétendue autorégulation des marchés, mais qui est l'expression de la soumission aux puissances de l'argent, de la finance mondiale. Plus de 20 milliards d'euros ont été prêtés ou apportés sans aucun contrôle ni aucune contrepartie aux banques, auxquelles il convient d'ajouter les 5 milliards d'apports publics à l'occasion de la fusion des banques populaires et des caisses d'épargne. Sans parler du naufrage de Dexia, l'ancienne banque publique des collectivités territoriales, le Crédit local de France, privatisé par la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, cette banque, Dexia, est en quasi-faillite, avec 95 milliards d'euros de produits toxiques pris en charge par l'État. Cette politique ne fait qu'entériner la soumission des pouvoirs publics aux logiques financières et à l'économie de marché comme à celle des agences de notation. Ils tremblent tous pour leur triple A. Cette soumission aux puissances de la finance a conduit les représentants de l'État à ne pas siéger dans les différents conseils d'administration où ils ont le devoir de le faire, comme à la BNP Paribas, où l'État est le premier actionnaire, ce qui rassurait à l'époque M. Pébreau, le président de la BNP, et lui permettait d'affirmer « la recapitalisation ne diluera pas les actionnaires et n'aura aucune conséquence sur la gouvernance de la BNP Paribas et sur sa politique de dividendes ». Quel culot! À l'époque, Nicolas Sarkozy avait pourtant, en tant que président de la République, promis une refondation du capitalisme
et cela ne s'est traduit par aucune réforme structurelle du secteur. Pire, la cupidité de certains dirigeants proches du pouvoir qui avaient été dénoncés ne les a pas empêchés de s'octroyer des millions d'euros de bonus, et même la BNP, en pleine crise, s'est permis de provisionner pour 1 milliard d'euros pour ses traders, sur les 5 milliards que lui avait apporté l'État. Nous pensons que la crise financière n'est pas simplement le produit du comportement de traders fous ou de banquiers cupides, elle est surtout celle d'un système bâti sur l'appropriation toujours plus grande des richesses produites par une petite minorité. La course au profit et à l'argent facile ont conduit à l'emballement du système, à sa dérive, à son grippage, et pour finir, à celui de la crise de l'économie tout entière. Pourtant, de cet état de fait, nous proposons la nationalisation de toutes les banques et des compagnies d'assurance, transformées en établissements publics d'État à caractère industriel et commercial épique au service de la nation. Leur autonomie de gestion sera garantie par la loi, selon les propositions du Front de gauche. Leur président élu par les conseils d'administration, composé d'un tiers d'élus de la nation, d'un tiers de représentants des salariés et d'un tiers des usagers des services publics. Ce nouveau service public aura pour principal objet la promotion d'une nouvelle logique de développement de l'humain en rupture avec les logiques du capital. Cette nationalisation tirera tous les enseignements des nationalisations des banques et des compagnies d'assurance de 1945 comme de celle de 1982. En particulier, elle ne s'assimilera plus à une étatisation, mais à une socialisation en vertu de la mise en place d'une nouvelle impulsion démocratique, décentralisée, où les salariés et les citoyens joueront un rôle majeur, un rôle central. Cette nationalisation mettra en œuvre de nouveaux critères de gestion qui élimineront les exigences de la rentabilité financière à court terme et de la spéculation. Elle s'emploiera à transformer et à innover vers de nouveaux critères de distribution du crédit visant l'intérêt général, la création de richesses collectivement utiles et surtout l'emploi. Un processus participatif général du nouveau secteur public se mettra en place qui nécessitera la participation active de tous les citoyens afin d'établir de la cohérence avec les objectifs locaux, régionaux et nationaux. Excusez-moi d'être un peu long, d'abord été. Voilà, Jacques nous a brossé un tableau et la situation et des propositions que nous faisons pour justement en sortir. Gérard continue, mais moi, il a tout dit, Jacques. Non. Alors, et comme je partage la ligne générale, je vais commenter à ma façon, quoi. Oui, parce que voilà, il y a des questions clés qu'il faut mettre en avant. Moi, je partage et je suis comme vous. Comment toucher les gens autour de nous sur cette question? Parce que c'est dur à entendre, tous les trucs. Les gens se réveillent le matin. Alors, pas ce matin, à France Inter, c'était très bien. Pour ceux qui ont écouté, il y avait Askenazi et Piketty qui ont tenu un langage absolument raisonnable. Mais enfin, ça arrive une fois par mois. Et les 29 autres jours, on entend des conneries d'une taille incommensurable. Et quand on cause avec les gens, alors, moi je le fais comme ça. Un État, c'est comme un ménage, il ne doit pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Alors, évidemment, c'est complètement faux, mais il faut le dire aux gens. Un État, c'est pas un ménage. Vous avez déjà du mal quand vous êtes un petit peu endetté, mais vous pouvez quand même faire un petit crédit, enfin vous essayez de jongler, même avec votre petit découvert, mais
Mais un État, c'est pas ça. Il faut qu'il ait des dettes. Il faut qu'il ait des dettes, parce qu'il investit. Donc, quand il investit pour l'hôpital et quand il investit pour l'école, en fait, c'est de l'argent qui rentre plus tard. Mais d'abord, on dépense pour l'école, on dépense pour la santé. Parce que sinon, on ne peut pas faire rentrer l'argent après. Donc, il faut essayer de le dire avec des mots aux gens, quoi. Un État doit dépenser plus que ce qu'il gagne. Et c'est même ça qui fait qu'ensuite, ça tourne, ça rentre. Déjà, hein, bon. Moi, je dis souvent qu'il y a un État en Europe, hein, au XXe siècle, qui a appliqué la fameuse règle d'or. C'est pendant 40 ans, de 1934 à 1974, le gars était un maniaque qui dirigeait ça, c'est un dictateur, il s'appelait Salazar au Portugal, et il était un maniaque, il avait fait sa réputation, quand je boucle mon budget, je veux pas qu'il y ait un escudo qui manque à l'arrivée, tout doit être équilibré. Pendant 40 ans, il a fait ça. Et il a fait du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. Ouais. Si cette règle marchait, ça se saurait. Remarquez, je vais vous en donner un autre qui a fait ça aussi. En Roumanie, ça s'appelait Ceausescu. Et si ça avait marché, ça se saurait aussi. La règle d'or, alors moi je prenais des tas d'arguments comme vous, pour contester la règle d'or. Ah oui, évidemment, et puis comme il faut... alors, au début, c'était 3% avec Maastricht. On a droit à 3%. Bon, une petite marge, on pouvait un peu investir. Maintenant, c'est 0%. Voilà. Parce qu'après, les gens ne comprennent pas. Ils disent, c'est quoi, c'est la règle d'or? C'est 3? Non, non, c'est plus 3, c'est 0. C'est-à-dire qu'il faut faire comme Salazar. Il ne faut pas dépenser plus qu'à la fin de l'année, dans le budget, il faut qu'il soit équilibré pour qu'il n'y ait plus de dette. Bon, avec ce truc-là, vous étranglez n'importe qui. Parce que vous dites à la fin, je ne vais plus mettre pour l'école, je ne vais plus mettre pour ceci, je ne vais plus mettre pour cela. Donc en vérité, alors, moi, d'habitude, je ne le cite pas. Je ne le nomme pas parce que je ne partage pas beaucoup de ses idées. Mais c'est Jacques Delors. L'autre jour, il dit, la règle d'or, c'est un piège à con. Alors moi, d'habitude, je prenais des mots mesurés, polis, pour essayer de le dire. Maintenant, je m'économise. Je dis, c'est Jacques Delors qui le dit. C'est un piège à con, c'est un piège à con. Donc pourquoi mettre le doigt dans un processus de ce type? Et ensuite, pourquoi d'ailleurs avoir besoin d'une règle quand on gère? En plus, n'importe qui gère n'importe quelle association, n'importe quelle municipalité, n'importe quel département, c'est bien qu'il est obligé de jongler sur 1 an, 2 ans, 3 ans, d'équilibrer pour faire face aux besoins, pour remplacer une chose qui se trouve urgente. Il y a des moments où on va avoir un peu plus de dettes, des moments où on va en avoir moins. Enfin, c'est le domaine du politique et des associations humaines que de gérer cela au coup à coup et en fonction des choix intelligents et nécessaires qu'il y a à faire. Pourquoi s'appliquer une règle automatique? Mais qu'est-ce que c'est que ce système? Il y a quelque chose, il n'y a plus de Dieu, mais il y a la règle d'or. Vous avez un totem, un tabou, ça s'appelle règle d'or. Et alors on va soumettre les humains à une règle d'or, qui est sortie d'où? Alors, vous dire, mais c'est vieux, en Allemagne, même les socialistes l'ont voté. En Allemagne, vous le savez maintenant, la règle d'or en question, ça n'a pas de déficit. Elle a été adoptée en 1949. Ils avaient tellement peur des souvenirs d'avant Hitler, de l'inflation, etc., que quand ils s'en sont sortis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis en place une règle budgétaire stricte en disant « on ne veut plus d'inflation comme avant ». Depuis 1949, ils ont outrepassé cette règle dite d'or 12 fois. C'est-à-dire 12 ans où leur truc était complètement en déficit, etc. Elle n'a jamais été tenue sur les 30 années écoulées. Alors, quand on nous dit elle a été votée, elle est installée là-bas, c'est comme les autres conneries qu'on nous dit sur les retraites. En nous disant ils sont à 67 ans, j'en reverrai tout à l'heure, c'est pas vrai. Mais c'est des mensonges. Des mensonges, en disant même la gauche là-bas l'a voté. Et bien là-bas c'était unanime au début quand ils ont mis la Constitution, et après la gauche comme la droite allemande ont fait voler en éclats 12 fois la règle d'or depuis 40 ans. Donc qu'est-ce qu'on vient nous dire ici sur la règle d'or et maintenant c'est tous des mécanismes. Parce que maintenant on vous dit, quand vous la dépassez, vous avez des sanctions automatiques. Alors, oui, non, c'est extraordinaire. C'est même plus. Parce qu'il y a un moment donné, c'était la Cour de justice qui allait vous mettre, européenne, qui allait vous mettre une sanction. Non, non. Oh, bah ça va être les chefs d'État. Ouais, ils auront un avis, mais ça sera automatique. Vous passez le main de la table, pouf. Vous êtes dressé, vous ne pouvez plus passer la main, et il n'y a plus de table après, il n'y a plus de limite, c'est automatique. Bon, c'est quand même, du point de vue de l'intelligence des sociétés humaines, je ne parle même pas encore de démocratie. Enfin, c'est une façon de faire tomber par-dessus tous les choix idéologiques, politiques. C'est-à-dire, vous voulez passer à gauche l'année prochaine, vous aurez quand même la règle d'or.
Vous voulez changer l'Europe, une Europe, vous aurez quand même la règle d'or. Et puis si vous ne voulez pas, vous serez sanctionné. J'étais tout à l'heure dans un groupe qui était fort sympathique, c'était le comité de rédaction de Ciné Hebdo, pour le mensuel du mois prochain, mais il y avait quand même il y a des libéraux, libertaires, et quelqu'un qui a dit, mais enfin bon, puisque ça a été décidé en Europe, c'est bien normal qu'il y ait des trains privés ce mois-là en France. Je me suis étouffé en tant que fils de cheminot. J'ai dit, mais alors, toi, ça vient de Bruxelles, tu mets des trains privés. Ah bah oui, alors la règle d'or vient de Bruxelles, tu mets des trains privés, la règle d'or t'interdit d'avoir un déficit, tu n'as plus de déficit, et puis la sanction est automatique. Ça, c'est ce qu'il faut contester avec le système des agences de notation. Parce que, bon, même, moi je me souviens, je ne sais pas si vous savez, combien de temps qu'on entend parler, ça fait 2 ans quoi. 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, les agences de notation alors. Moody's, parce que moi, je les appelle d'abord, essayons de ne plus les appeler agences, officines, par exemple. C'est plus joli comme mot. Officines. Et c'est des officines d'extrême droite. Hein, parce que le Moody's, et puis Standard & Poor's, ils ont quand même donné des A+, à Lehman Brothers avant que Lehman Brothers s'effondre. Moody's, ils sont en examen aux États-Unis pour corruption. Parce qu'ils donnaient des A+, aux banques qui les payaient. Donc, et pas aux banques qui ne les payaient pas. Donc il y a... Voilà, bien, bon, il y a un procès. Et Standard & Poor's, quand ils ont même enlevé la note aux États-Unis, ils l'ont fait sous la pression des Tea Party américains, républicains, qui font même la chasse à Obama, parce qu'ils le considèrent comme un gauchiste. Donc c'est quand même la mise en cause de ces officines par laquelle il faut commencer. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est Fitch Ratings. Parce que tout le monde croit que, puisqu'il y a Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, c'est l'autre, la troisième est américaine. Pas du tout, elle est française. Franchouillard de chez Franchouillard. Elle est dirigée par un truc qui s'appelle FIMALAC. FIMALAC, à la fin, vous n'avez qu'à regarder les initiales, c'est Marc Ladré de la Charrière. Marc Ladré de la Charrière, pour ceux qui ne le connaissent pas suffisamment, à part qu'il a un petit milliard 600 millions de fortune personnelle, est un directeur de financier de L'Oréal, parce qu'il faut être respectueux. Et c'est un ami à Sarkozy et à Fillon, à tel point que Sarkozy l'a nommé à la tête de l'organe public qui gère le Louvre des Sables, si vous en avez entendu parler, et la Sorbonne à Abu Dhabi. C'est lui qui utilise la marque avec l'émirat en question. C'est l'ami des... Là-bas, c'est pas seulement l'apartheid, là-bas, c'est même pas la charia, c'est la torture, vous n'avez pas le droit d'être syndiqué, vous n'avez pas le droit de faire des partis, il n'y a pas de vote, etc., etc. Vous avez des milliards qui ont, et la charia est un ami à la fois du Cheikh et de Sarkozy, qui lui-même, quand il va là-bas, embrasse son ami, c'est un taliban riche. Sarkozy n'aime pas les talibans pauvres, mais les talibans riches, il les aime. Et donc, Marc Ladré de la Charrière est l'intermédiaire, quoi. Et c'est lui qui décide, avec Fitch Ratings, des notations. Quand il enlève le Portugal, pouf, le Portugal a une dette qui passe un taux d'emprunt qui passe de 3 à 4 et à 6. Et à 6, il perd son école, quoi. Parce que vous avez là d'un seul coup 50 milliards d'euros qui s'en vont, il n'y a plus d'école parce que le taux est passé de 3 à 6. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est Fitch Ratings dit, j'enlève le au Portugal, pouf, il n'y a plus d'école au Portugal. Il faut essayer d'arriver à faire toucher le mécanisme aux gens autour, pour que ça se rende palpable. Parce qu'on leur dit aussi le matin, on leur dit, ouais, mais qui paye ses dettes s'enrichit. Enfin, qui paye ses dettes enrichit le rentier. Mais à ce coup sûr, elle ne s'enrichit pas. Alors ouais, mais on peut pas, il y a des dettes, ça se fait de payer les dettes. Même sur Internet, vous avez des braves gens de gauche qui disent on ne peut pas nier la dette, alors on ne peut pas faire... Bah oui, bien sûr qu'on peut mettre en cause les dettes. Et alors là, il faut commencer à toucher la dette et non pas l'abstraction. Parce que tous les jours, par exemple, ils vous mettent en cause à la fois votre épargne, à la fois votre crédit. Il faut le faire toucher aux gens comme ça. Vous avez une petite assurance vie, pas grand-chose, on vous l'avait hérité, vous avez 10 000 euros, elle est là, etc. Au moment de l'héritage, vous regardez le taux, on vous le donne à 4,90%. Alors, vous êtes content, vous avez 490 euros à la fin de l'année. Bon, voilà. Mais oui, ils renégocient. Il y a des problèmes, etc. Ils vous la mettent à 3,25. Alors, vous avez 325 euros, au lieu de 490 à la fin de l'année. Bah, il faut le dire aux gens, parce que ça, les gens, ils le vivent. Donc, les banques leur font ça. Pourquoi les banques peuvent-elles le faire? Et pourquoi nous ne pourrions-nous pas le faire aux banques? Ben c'est exactement le même mécanisme. C'est comme quand ils vous font dans une collectivité territoriale, ils vous disent, je vous ai fait un prêt Dexia, par exemple, que tu citais,
et je vous ai fait un prêt pour là, mais il y avait une petite clause, c'était indexé sur la bourse de Varsovie, et quand celle-ci elle baisse, votre dette, votre taux d'emprunt, il passe de 17 à 28%. C'est une clause qu'on appelle usuraire. Il faut raconter le marchand de Venise aux gens, quoi. Les usuriers, d'habitude, on les pendait au réverbère, quoi. Hein. Ils commençaient à vous faire un prêt à 3%, et à la fin, le prêt, il était à 25%, et on vous demandait une livre de votre chair pour payer le prêt. Donc il faut, à propos de la dette, revenir avec toutes ces images auprès des gens. Parce que faut chasser les clichés sur la dette. Et après, on dit, mais comment tu vas faire face à la dette? On ne peut pas dire, on l'annule. D'abord, on peut arriver à faire comprendre, je crois, au-delà de cette salle, hein, à des millions de gens, que si on décide, politiquement, un pouvoir dit, je vais faire un audit sur la dette, et regarder ce qui est une bonne, une mauvaise et une dette, dès que c'est dit par un pouvoir politique, la victoire est acquise. Même sans faire l'audit. Parce qu'immédiatement, ça fait la renégation des taux. Immédiatement. Hein? Il y en a qui l'ont fait, qui l'ont dit. Je vais revenir après sur l'Argentine, ou sur la Russie, ou sur l'Équateur. Ouais. Mais bien sûr. Mais le fait de dire les dettes, alors moi, je prends toujours l'exemple grec, mais vous le connaissez aussi. Bon, l'origine de la dette grecque, par exemple. Petit 1, les colonels. Alors les gens ne savent plus toujours bien, la dictature, c'est 1967, 1974. Moi, c'est le fait de l'âge. Moi, j'avais 20 ans en 65, et les premiers vrais lacrymogènes, je suis un Rouennais, je suis un Normand d'origine, les premiers vrais lacrymogènes que j'ai respirés dans ma vie, c'était à Athènes. J'étais parti en stop de Rouen à Athènes, et je suis arrivé là-bas en pleine ébullition parce que c'était le grand-père Papandréou, et le roi Constantin voulait le virer comme Premier ministre en violant un article de la Constitution qui était l'article 114. Et le mot d'ordre central des manifestations, les manifestations un mois comme ça, j'adorais ça, c'était Ena, Ena, Tessera. Donc Ena, Ena, Tessera, et finalement les colonels ont imposé, ont profité de cette situation, se sont imposés avec une dictature. Ils ont multiplié la dette de la Grèce à l'époque par 4. Et quand, en 1974-75, le soulèvement des étudiants et des organisations syndicales a mis à bas la dictature, une partie, comme on dit, de la grande bourgeoisie nationale grecque, les armateurs, les célèbres Nassis, Narcos, etc., se sont dit, bon, on lâche les colonels, mais alors on fait une constitution nouvelle, c'est celle de 1975, dans laquelle il sera inscrit que ni les armateurs, ni l'Église orthodoxe ne paieront d'impôts. Alors, comme l'Église orthodoxe, c'est le principal propriétaire foncier, et comme les armateurs, c'est la principale richesse économique en Grèce, les deux principales richesses ne payent plus d'impôts constitutionnellement. Ils ont inventé la règle d'or avant tout le monde, pour eux tout seuls. Et alors, évidemment, ça fait des trous. Alors après, ils disent, en Grèce, les gens ne sont pas très civils, ils n'ont pas le sens de l'impôt, ils ne paient pas leur impôt, ils cherchent à frauder. Mais vous seriez grec, et on vous dirait, ni Onassis, ni l'Église ne payent d'impôts, vous auriez envie de faire pareil. Parce que, voilà. L'exemple vient d'où? Bah oui, alors ça fait quand même la deuxième source de l'impôt. La troisième source de la dette. Troisième source, c'est les Jeux Olympiques. Alors, 2004, Jeux Olympiques, attendez, c'est Bouygues et tous les autres qui cherchent à se faire rembourser. Parce qu'ils sont passés d'un devis qui est allé de 1 à 20. C'est-à-dire qu'ils ont totalement pillé l'économie grecque en faisant les Jeux Olympiques et en bâtissant tout ce qui a été construit en cette circonstance. C'est la troisième source de la dette. Et la quatrième source, c'est la moins connue, mais elle explique bien des choses entre Merkel, la droite allemande et la Grèce. Ben, c'est les sous-marins. Parce que l'armement, la Grèce est quand même le pays au monde, c'est le quatrième, enfin, avec la Turquie, c'est pas un hasard. Ça fait un siècle que ça dure depuis ce que les Grecs appellent la défaite de 29. Ça fait un siècle qu'il y a des tensions non résorbées qui donnent prétexte aux deux classes dominantes des deux pays pour développer l'armement. Alors après, vous avez les États-Unis, la France, et en numéro 3 et numéro 4 d'armement dans le monde, en pourcentage par rapport au produit intérieur brut, c'est la Grèce et la Turquie. Et donc la Grèce est le troisième pays. Et alors, il y a 4 sous-marins, 1,2 milliard. C'est pas une pécadille. Qui ont été vendus sous Karamanlis, parce qu'on a deux familles, hein, Karamanlis et Papandréou, de grand-père en père et en fils. Bon, là-bas, qui a été vendu sous Karamanlis aux Grecs contre les Turcs. Et alors, évidemment, c'est ThyssenKrupp qui les a fait. Et quand il faut rembourser, il faut payer ThyssenKrupp. Et vous pensez que ThyssenKrupp, qui n'est pas rien en Allemagne, ne veut pas lâcher les choses. Alors, ils ont tout dit aux Grecs, hein. Vendez des îles, vendez l'Acropole,
Et vous avez eu l'énumération incroyable. Les plages. Le Pirée, ils ont vendu le Pirée. La Poste. Et le SMIC est à 750 €. Ils parlent de le diminuer de 10%. D'ailleurs, en fait, ils ne parlent pas, ils le font. Bon. Et ensuite, ils ont diminué les retraites d'à peu près 20%. Ils ont supprimé le temps de travail des fonctionnaires de 30%. Et le salaire, évidemment, en même temps. Une consultation vaut 120 €. C'est-à-dire que vous avez maintenant une misère du point de vue santé, du point de vue social. C'est comme un nuage de sauterelles qui s'abat sur une moisson fertile. Qui fait ça? Alors, c'est plus comme les colonels, mais c'est la même chose. Le gars qui est venu d'Allemagne au nom de l'Europe, il s'appelle, je ne vais pas jouer trop sur les mots, Horst Reichenbach. Le gars, il est arrivé, Le Monde raconte ça, hein, en disant que c'était un corps expéditionnaire, Le Monde, en une, hein, la task force de l'UE qui est arrivé à Athènes, et avec 50 fonctionnaires. Le Monde, même pas ironique, dit, avec leurs costumes gris, hein, ils n'ont pas des uniformes militaires, ils ont des costumes gris et des attachés-caisses. Et ils viennent, ils s'installent et ils regardent les comptes. Et puis après, ils disent, vous enlevez ça, vous réduisez ça, vous vendez ça. Mais est-ce qu'ils disent, réduisez les sous-marins? Non. Est-ce qu'ils disent, faites payer l'église orthodoxe? Non. Est-ce qu'ils disent, faites payer les armateurs? Non. Ils disent, enlevez les fonctionnaires, diminuez la santé, diminuez les écoles et diminuez les salaires. Parce qu'après tout, on pourrait même les prendre au mot. Ils peuvent trouver une partie de l'argent. La risque class Grèce, moi j'étais à Athènes les derniers jours de mai et début juin. Le 28 mai de cette année. Comme il y a eu un trouble sur les échéances de versement de prêts ou pas de prêts de l'Europe, justement, à Athènes, il y a eu une panique. Et le vendredi 28 mai, un seul jour, ils ont viré 20 milliards d'euros en Suisse. Et depuis le début de l'année 2011, au total, c'est 40. C'est-à-dire que toutes ces classes dominantes qui démarrent, plaf. Voilà. Et c'est le reste de l'aggravation de la situation. Donc quand vous commencez, c'est comme ça qu'il faut raconter aux gens, je sais que vous le connaissez, mais l'intérêt de raconter sur la Grèce aux gens, c'est de commencer à faire l'audit de la dette et de montrer comment elle est composée, décomposée. On s'accorde maintenant tous, d'attaque, je crois dans la majorité écrasante de la gauche, à dire qu'il y a des dettes légitimes, il y a des dettes illégitimes, et il y a des dettes odieuses. Les dettes odieuses, c'est l'annulation, les dettes illégitimes, c'est la restructuration, et les dettes légitimes, on les paie. Hein, et trier la dette, c'est mettre à jour tous les mécanismes qui ont fait que, quand on est parti avec un emprunt qui était valable, etc., à un point ou à 2 points, sans parler du fait que ça devrait être la banque, bien sûr, elle-même, qui le fasse au plus bateau, mais même dans les circonstances actuelles, on dit si vous êtes à 1 point ou à 2 points, bon, on discute, mais quand vous avez repassé là pour rallonger l'année dernière, et que vous êtes passé à 3 points et que vous êtes passé à 4 points, niet. Voilà, on va vous repasser à 2 points. Mais simplement un État qui le dit, le jour et à la minute et à la seconde où il le dit, il a gagné. Parce que c'est une pure bataille politique. Ce n'est pas une bataille où il y a alors oui, j'en entends des arguments, parce que vous les entendez comme moi. Oui, mais si on ne rembourse plus la dette, on ne pourra plus emprunter. Alors, il y a 2 réponses. La première, c'est que si on ne rembourse plus la dette, pendant un certain temps, on n'a plus vraiment besoin d'emprunter. Ça solutionne quand même quelques problèmes. Hein. 50 milliards d'intérêts. Bon, voilà, ça c'est clair que si on dit on audite, ça va mieux. Alors, mais après, si à nouveau, on pourra plus. Mais enfin, même l'Argentine de Kirchner, qui a fait ça, oui, bien sûr, elle a réussi. Elle a dit on arrête de payer, terminé. Mais 6 mois après, il y avait des banques autres qui venaient puis qui disaient vous voulez pas un petit emprunt, hein? C'était pas elle qui avait coulé dans le truc précédent ou qui avait encaissé le coup, mais il y en avait d'autres qui venaient. Et évidemment, c'est leur système qui veut ça. Et donc, il ne faut pas nous faire du chantage avec cette situation, alors que si on décide qu'en vérité, on fera l'audit et le tri de la dette, la décision politique devient un acte. Il est plus puissant que le reste. Et c'est aux États de le faire. Mais tout ce qu'on vous explique tous les matins, c'est que non, il ne faut pas. Ils sont plus puissants que nous. Donc il faut les rassurer. Alors rassurer les marchés, alors cette phrase, moi je voudrais mettre les journalistes en interdiction, sans attenter à la liberté de la presse, mais d'utiliser quelques phrases du genre l'agence de notation le matin, ou bien rassurer les marchés. Un journaliste qui utilise l'expression rassurer les marchés, c'est un idéologue de droite, même s'il ne le sait pas. Hein. Vous rassurez le marché, c'est que vous êtes sur un bateau, vous jetez des steaks aux requins, vous les rassurez.
Voilà. Ils vous quittent pas, hein. Ils suivent le bateau jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison qu'ils ne restent pas. Bon, c'est de cette façon-là qu'il faut arriver à casser l'idée de rassurer. C'est eux, ils pillent. Vous n'allez pas rassurer les pilleurs. Ils sont en train de vous prendre ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Fermez votre porte-monnaie et dites, là, c'est terminé, c'est terminé. C'est cette confiance-là qu'ils nous enlèvent chaque matin dans les radios. Hein, c'est cette confiance-là dont ils disent aux gens, vous ne pouvez rien faire. C'est celle-ci qu'il faut restaurer quelque part. Alors après, il y a l'autre, là, Sarkozy. Alors, c'est extra. Là, le point où il y a, mais c'est à nous aussi de jouer parce que le truc, c'est qu'il s'agite. Alors, le gars, il fait des G2, des G4, des G8, des G12, des G20, des G27. Il a même fait un G120. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, tout le monde a oublié parce qu'il n'en sort rien à chaque. Mais il s'agite en disant, je lutte contre la dette, enfin contre la crise, quoi. Et ce qu'il faut arriver à dire, c'est que la crise, c'est lui. Parce que, pire que ça, dans sa campagne présidentielle en 2007, hein, c'est lui qui vantait les subprimes. C'est lui qui vantait les prêts hypothécaires et qui voulait les installer ici. C'est lui qui vantait la déréglementation boursière. Pour ses amis du Fouquet, pour ses amis du CAC 40. C'est lui qui met Pérol à la tête de la Banque Populaire. C'est lui qui couvre les méfaits d'Axia. C'est lui qui gère. Il est le porte-parole des 3-4 banques essentielles de ce pays. Ce sont ses copains, ses amis, les banksters. On va dire un jour, dis pas banksters. Parce que c'était un langage que l'extrême droite utilisait dans les années 30, etc. Bon, et tout le monde a oublié que l'extrême droite l'utilisait. Et puis moi, je ne veux pas mettre en cause les responsables des banques honnêtes, syndicalistes et les salariés des banques. Mais les chefs en haut, c'est des banksters. Il faut utiliser l'expression pour les gens. C'est évident qu'ils vous pillent, c'est évident qu'ils vous volent. Et alors, regardez, ce matin, c'était hier, il y a 5 ou 6 millions de Français qui sont exclus du système bancaire. C'est ça, il faut le reprendre aussi, parce que quand on veut parler à des gens qui n'ont pas beaucoup de compréhension de toutes ces questions, il faut dire, mais toi, regarde, tu as un tout petit truc, on t'a viré. Ils te servent à rien, les banques, ils te font du mal tous les jours. Tu peux pas fonctionner, tu peux pas vivre, parce qu'elles te donnent pas le... Ça, c'est des choses essentielles pour arriver à toucher les gens sur cette question du pillage par les banques, quoi. Et alors bon, je crois qu'on peut arriver à faire passer la notion de bankster et la notion de taux uséraire et arriver à faire passer la façon dont ils se servent et déconsidérer donc Sarkozy. Alors Sarkozy, moi, c'est des trucs de présentation. Je sais que ça nous aide un peu de dire ouais, il capitule devant Merkel, mais en fait ils font tous les deux pareil. Moi je suis pour la Merkésie et la Sarkomel, je sais pas quoi, parce qu'en vérité ils défendent chacun les banques de leur pays un petit peu plus face à face, mais la démarche, la méthode et le fond, c'est totalement d'accord. Donc parce que souvent c'est un petit peu une diversion de dire si on oppose Sarkozy à Merkel ou etc. on lui reproche de capituler. On est un tout, ça fait plaisir, ça fait pas de mal en plus, mais c'est pas ça le fond du problème, parce que le fond du problème, c'est qu'ils ont exactement le même souci tous les deux de protéger leurs copains banquiers, de ne céder sur rien et d'exiger le remboursement de la dette, parce que pour eux c'est tout bonheur. Hein. La droite passe, on fait courber les chines des peuples, on fait reculer les gens, on leur fait peur et on peut gagner une élection sur la peur. C'est pour ça qu'il a utilisé les mots peur à nouveau à Toulon. On peut la gagner sur la peur alors qu'elle est perdue d'avance. Et c'est évidemment ce qu'ils cherchent à jouer. Donc il faut les mettre plutôt sur la sellette comme les potes aux banksters et liés aux banksters et représentants des banksters. Il ne faut pas leur laisser l'idée qu'ils luttent contre. Et ça, il y a une petite faille parfois, moi je trouve, dans la communication de la gauche en général, je ne rentre pas dans les détails des différents partis, mais il y a une petite faille sur de les mettre au cœur, de ne pas leur laisser se distancier de ce qui se passe, de combattre l'idée qu'ils lutteraient même un peu pour réguler les choses. Ils ne luttent pas du tout pour réguler les choses, ils luttent pour protéger les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire évidemment la dette qu'il faut payer. Alors ensuite, après, il faut la regarder un petit peu de près, la dette, parce que en France, les gens, vous le savez, nous le savons dans cette salle, mais les gens, ça c'est une chose que c'est pas... Il y a 2 budgets en France. Il y a le budget de l'État, de la nation, comme on dit, dans les cours d'économie même orthodoxes. C'est quoi, 320 milliards. Et puis il y a le budget de la protection sociale. 450 milliards. Alors, c'est une des grandes forces de notre pays dont on doit être fier. C'est d'avoir d'abord 2 budgets et d'avoir un budget séparé pour tout ce qui est notre protection sociale,
où on ne peut pas faire passer les sommes de l'un à l'autre. Parce que l'impôt, il n'est pas préaffecté. Vous pouvez décider de l'utiliser, par exemple, pour faire la guerre en Libye ou en Afghanistan, avec 10 écoles de moins. C'est le Parlement, chaque année, qui va décider. Voilà. Parce que la protection sociale, elle est préaffectée. Elle va pour les caisses pour lesquelles ça a été collecté, et tout le monde peut le voir. Et alors, comme inspecteur du travail, j'ai souvent été... Bon, et puis vous savez, les syndicalistes et tout. Mais les gens ne regardent plus leur bulletin de paye. Mais oui, mais il faut le... Alors, parfois, parce que c'est ingrat, il y a des petites lignes, on ne sait pas. Bon. Enfin, il y a le salaire brut, il y a le salaire net. Le salaire brut, en haut, c'est du salaire. Alors, tous les matins, ils appellent ça une charge. C'est une charge sur les salaires. Moi, je vous invite, mais vous le faites sûrement tous, jamais je ne laisse passer le mot charge. Il n'y a pas de charge sociale, les charges sociales, ça n'existe pas. Les charges sociales, ce n'est pas dans le code du travail, ce n'est pas dans le code de la sécurité sociale, cherchez-le. Ce n'est pas un terme juridique, c'est un terme idéologique. Ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations. C'est une part du salaire mutualisé, mise dans un pot commun et redistribuée à tous selon ses besoins quand vous êtes en maladie, quand vous êtes au chômage, quand vous êtes en accident du travail, en maladie professionnelle, en recherche de logement, en charge de famille nombreuse ou en retraite. Voilà. C'est pas une charge, c'est un bonheur. C'est ce qu'il y a de plus beau dans notre pays. Voilà. Alors, ils arrivent à faire appeler ça une charge. Bon. D'abord, défendons ça, puis suivons le fil. 450 milliards. Quelle est la part? Je ne discute même plus de dette légitime, illégitime, etc. Quelle est la part de la dette d'aujourd'hui, qui est 1700 milliards d'euros pour la France? Quelle est la part qui relève du budget de la protection sociale et qui relève du budget de l'État? Facile, je vous le dis. 10% sur la protection sociale et 90% sur le budget de l'État. Sur les 450 milliards dans la protection sociale, c'est vrai, il y a un trou, il y a un déficit, mais il est contestable. Parce qu'on va dire que les cotisations ne sont pas payées, on peut l'expliquer par plein de choses, donc en vérité, mais il est tout petit. Et ça, c'est important pour les gens. Pourquoi vous en prenez au budget de la protection sociale, où c'est la dette ou le déficit le plus petit, en premier? Pourquoi vous vous attaquez à ça et vous ne faites pas les autres réductions? Ça, c'est une vraie... Ça fait réfléchir les gens. Il faut prendre le temps. Là, j'ai pris combien? 7-8 minutes pour l'expliquer, parce qu'il faut montrer les deux budgets, il faut montrer à quoi ça sert. Vous savez, nos aînés qui ont inventé la sécurité sociale, il faut leur tirer un coup de chapeau, hein. Parce que l'idée d'avoir séparé les deux budgets et d'empêcher qu'on puisse se servir de la... Il faut dire qu'on sortait de deux guerres mondiales, hein, mais qu'on puisse se servir de l'argent de notre protection sociale pour faire la guerre, c'est pas possible ici. On ne peut pas acheter des sous-marins avec l'argent de notre protection sociale. Et si on peut expliquer ça aux gens, on fait comprendre d'autres trucs. Pourquoi il ne faut pas s'en prendre à la protection sociale? Et ensuite, il y a un déficit pour le reste. Alors là, vous savez tous la réponse. C'est Sarkozy, parce que vous savez, ça va, quoi. Avec la gauche, on n'a pas tout ce qu'on veut. Avec la droite, on a tout ce qu'on ne veut pas. Bon. Il y a les critiques sur le bilan du gouvernement Jospin, mais souvenez-vous, quand les 2 dernières années, la droite faisait campagne contre la cagnotte publique. Vous vous souvenez de ça? Il y avait une cagnotte publique. Qu'est-ce qu'il allait faire de la cagnotte publique? Il y avait trop d'argent dans les caisses publiques du temps de la gauche. Bah oui, c'est du point de vue de la droite elle-même. Alors, ils ne sont pas embêtés d'ailleurs, ils ont siphonné les caisses publiques, ils ont rempli les caisses privées. Bon, ça c'est pas été difficile. Et alors, la formule, moi je l'aime bien, c'est on n'a pas en France un problème de dette, on a un problème de recettes. Si ça peut être court, c'est pas parce qu'on dépense plus, parce que évidemment l'autre langage, il faut resserrer les dépenses, on vit au-dessus de nos moyens. Eh ben non, les dépenses publiques, elles ont baissé. C'était même peut-être pas justifié d'ailleurs, mais elles ont baissé de 1996 à 2008. Elles ont réaugmenté en 2009 à cause de la dette et des prêts aux banques après la crise. Mais sinon, pendant exactement 12 ans, les dépenses publiques ont baissé en France. C'est donc pas du tout l'origine de la dette. Rien à voir avec les dépenses. Rien. Alors, vous le savez. Mais la façon et la force avec laquelle on peut le dire est essentielle pour les gens. Parce que s'ils comprennent ça, alors tout est renversé dans leur tête, on peut se faire entendre pour le reste. Bon, après, vous le savez, c'est les impôts des riches, c'est le bouclier fiscal, c'est l'impôt sur la fortune, c'est tout ce qu'ils ont baissé, c'est la taxe professionnelle, l'impôt sur les sociétés, et même les cotisations sociales qui stagnent, et même les salaires qui stagnent, parce que, voilà. Donc ça, vous savez tous
Mais l'idée, on n'a pas un problème de dette, on a un problème de recette, est une idée majeure et simple, courte. Voilà. En France, c'est pas la dette, c'est la recette. Après, on discute sur la Grèce, sur l'Espagne, sur tout ce que vous voulez, mais en France, c'est pas la dette, c'est la recette. Et du point de vue du résultat, après, on peut arriver à comprendre aux gens, bon, bah donc, il faut faire revenir la recette. Alors, là, il y a des discussions, c'est Madame Parizeau, qui est une de mes préférées. Elle a dit, c'est pas la peine de chercher à prendre aux riches, parce qu'ils sont pas assez nombreux, et ça suffira pas pour tous les pauvres. Bon. N'empêche que, si, bien sûr, alors là, toute la concentration des richesses, on le fait tous, l'inégalité, les millionnaires, etc., etc. Ça, on sait tous faire ça avec des chiffres parlants. Bon, ça compte beaucoup pour dire qu'il y a de l'argent. C'est-à-dire que la France n'a jamais été aussi riche. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut dire aux gens. Il faut dire, c'est pas vrai qu'on est pauvre et qu'on est en difficulté. Jamais de son histoire, la France n'a été aussi riche. Ça aussi, la façon de le dire et de l'affirmer, ça bouleverse des choses. Parce qu'à ce moment-là, alors qu'est-ce qui se passe? Jamais les richesses n'ont été si mal redistribuées. Il y a 5% des gens qui possèdent 50% du patrimoine, et il y a 10% des gens qui n'ont plus qu'un pour cent. Il reste 49% à se partager pour les 85 autres pourcents. Le salariat, quoi. Parce qu'en France, moi je dis toujours, le mot salariat. Le mot salariat. 97% des salaires sont en dessous de 3 200 € net. Là, je parle en net. 97%. Voilà. Il y a 3% de hauts salaires, absolument jusqu'à Poivre d'Arvor ou 600 fois le SMIC, mais 97% sont inférieurs à 3 200. Le salaire médian est à 1 600. C'est très compacté. On ne vit pas de la même façon à 900, à 1800 et à 3002. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que c'est très compacté. Là, il y a 60 ans, même pas 45 ans au moment, prenons mai 68, une date qui au hasard, la moyenne des salaires des cadres était 6 fois plus élevée que la moyenne des salaires des employés et des ouvriers. Aujourd'hui, elle n'est plus que 2,3 fois plus élevée. En 40 ans, les salaires ont été compactés. Ils prétendent les individualiser, pas du tout. Ils ont été compactés, tassés, 10 points, des thèmes d'attaque ont été pris au salaire pour aller au profit. Tout ça, on le sait, mais les gens ne le maîtrisent pas toujours. Quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, il n'y a pas de sous, on va augmenter les salaires. Bah si. Ah si. Alors, l'exemple, moi, je prends le bouquin, mais maintenant il commence à être circulé beaucoup. Mais enfin, il est payant pour les plus anciens, en tout cas. En 1945, la France avait 290% de endettement par rapport à son produit intérieur brut. 290%. Aujourd'hui, c'est 87. C'est trop, je vais revenir. On était à 63 là, c'est Sarkozy qui l'a fait, qui nous a endettés. Mais quand on était à 290%, c'est là qu'on a fait la sécurité sociale. C'est là qu'on a fait les retraites. C'est là qu'on a pris les mesures de relance. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'en partie, difficilement, mais une partie de la dette sortir de cette guerre a été épongée. Et tout le monde sait maintenant que si, on prend des mesures d'austérité, on accroît la dette. Les Grecs sont là, malheureusement, pour témoigner à leur corps défendant. En 2 ans de mesures, leur dette est passée de 100% à 170% aujourd'hui du produit intérieur brut. C'est-à-dire que plus ils font de mesures d'austérité, plus ils accroissent la dette. On tue le malade. C'est comme, comment ça il s'appelait, Purgon et l'autre, les 2 médecins de Molière. Diafoirus, merci. Diafoirus et Purgon. Ils saignent le malade jusqu'à le faire mourir. C'est ça le truc de l'austérité. Il faut plutôt lui donner à manger pour régénérer son sang, plutôt que de lui prendre le sang dont il a besoin pour vivre. C'est la même chose avec l'histoire de l'austérité, de la rigueur. Donc, moi, je cherche, c'est pour ça que je fais 10 questions, 10 réponses, parce que je cherche, sur notre discours à nous tous, quels sont les modes de communication et les images qui peuvent passer le plus. Et c'est de cette façon-là, moi, je cherche. Il faut trouver qu'on peut donner les idées de recettes et les idées d'augmentation des salaires. Parce que bon, les seules choses qu'il va y avoir, tout le monde maintenant, parce qu'on nous dit pourquoi ça ne bouge pas trop aujourd'hui, du point de vue social, ça bouge quand même, les gens sont tellement mécontents. Enfin, ils ont quand même la tête... voilà, bon, ceci dit, vous avez quand même eu des grèves pour les salaires, là, chez les Frites, McCain, etc. Et vous aurez des grèves sur les salaires, je ne suis pas Madame Soleil, mais vous en aurez en janvier et février, parce que c'est la période de négociation des nouvelles, des NAO, des négociations annuelles obligatoires. Et là, suite au relevé du SMIC, même de 2%, dans pas mal d'entreprises, il va y avoir en janvier et février, et ça sera important de soutenir ça, des trucs pour les hausses des salaires. Or, ce qu'on va nous dire, c'est vous ne pouvez pas hausser les salaires, unité nationale, serrons-nous les salaires, parce que, etc. Il faut dire au contraire, augmenter les salaires. Alors, moi je connais après, là vous connaissez l'argumentation. Ah, mais si on augmente les salaires, ça va faire fermer les entreprises. Ah bon,
Moi, j'ai 30 ans de contrôle des entreprises. Alors maintenant, je suis en retraite, cotisé surtout. 30 ans dans les entreprises, même les TPE qu'on dit, etc. Moi, je vois un mec qui vendait des valises pour les immigrés en carton à côté de la place de la République. Je ne vais pas vous citer lequel, mais vous voyez, il a 4 magasins dans Paris, il a 15 salariés par magasin. Le gars, il se paye, le patron, regardez, il se paye. Donc il se paye 6 000 € pour chacune de ces 4 boutiques. Le gars, il a 24 000 € par mois, d'accord, sur les valises en carton. Et tous ces salariés sont au SMIC avec un tout petit plus, voilà, hein, 15 salariés, il a 60 salariés. C'est pas rien. Évidemment, il a morcelé en 4 boutiques, en 4 entités, pour qu'il n'y ait pas de comité d'entreprise et pas s'emmerder avec tout ça. Bon, et quand le jour où il y avait les 35 heures, le gars m'avait dit ah, vous allez me couler. Alors il avait voulu faire les 37 heures payées 30. Oui, c'est ça, les 37 heures payées 35, des choses comme ça. Je l'avais interdit comme inspecteur du travail, évidemment. Mais il me dit vous allez me faire fermer. Bon. Et tout ce chantage-là sur le salaire qui va faire fermer les boîtes, il faut quand même y répondre. Même mon éditeur, Jean-Claude Gassevich, il n'y a pas d'espion, je ne vais pas me faire. Il me dit, mais tu sors ton livre qui dit qu'il faut augmenter tous les salaires. Il me dit, je viens d'embaucher un 15e salarié, c'est dur. Il faut les augmenter, les salaires, en plus. Mais je dis, mais Jean-Claude, je ne parle pas d'augmenter que les salaires de tes salariés, mais de tous les salariés. Et tu comprends, ils vont t'acheter davantage de livres. Parce que tu vas peut-être payer plus cher, mais tu vas en vendre plus. Parce que quand tu mets le truc à 15 €, je sais bien que les gens ils regardent le prix du livre. Mais si le salaire, ça se traduira par des... Et c'est évident que c'est de cette façon-là qu'il faut raisonner. En mai 68, on a augmenté le SMIC. Le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Et le SMAG. Le SMIC de 33% et le SMAG de 55%. Pour donner le SMIC. En 68, il est devenu un vrai SMIC, c'est ça. On est passé du SMIC... Voilà. On est passé du SMIC et du SMAG au SMIC. Et au SMIC. C'était le SMIC avant. Général. Oui, c'est ça. Il était devenu de croissance. Voilà. Et contre le SMAC qui était l'agricole. Et c'est pour ça. Et le SMIC a augmenté de 33 et le SMAG a augmenté de 55 pour rattraper le SMIC à cette occasion. Et ça fait fermer aucune entreprise. Que tout le monde se souvienne. Au contraire, l'éditeur a vendu plus de livres et le petit commerçant a vendu plus de choses. Et les gens ont acheté des lave-linges qu'ils ne pouvaient pas acheter avant. Et ils ont envoyé leur fils à l'université, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et ça a fait tourner évidemment l'économie. Mais je donne le résumé. C'est l'augmentation des salaires est la réponse à la crise de la dette de cet autre côté. Ce n'est pas la baisse et la contraction, c'est la hausse. Alors là, vous avez des gens en face de vous, il faut leur faire un chemin déjà. Hein. Ah bon, là, il ne faut pas que je me restreigne, il faut que je vive mieux, que je dépense mieux, que j'ai plus... Oui. Voilà, c'est ça la façon dont on peut renverser les choses. Et donc la hausse des salaires était évidente. Bon, de la même façon, alors il faut travailler plus. Ils sont quand même extraordinaires, Sarkozy. Moi, je donne un argument, j'utilise. Son argument à Toulon, là, une version, c'est... En gros, c'est celui d'Alfred Sauvy. C'est le travail qui crée le travail. Et pour se sortir de la crise, il faut travailler plus. Bon. Or, c'est jamais ce qu'ils font. Quand il y a crise, ils vous font travailler moins. Ils créent 5 millions de chômeurs. Et en 2009, par exemple, ils ont évité de licencier dans des secteurs industriels pratiquement 600 000 ouvriers, notamment dans l'automobile, en leur faisant faire du chômage partiel forcé. Et bien sûr, comme il restait dans la boîte et qu'il y avait une partie payée par le patron, une partie payée par l'État, dans le solde de l'État, dans la règle budgétaire qui n'en est pas une, ils ont payé 300 millions d'euros pour les 600 000 salariés pour les faire travailler moins. C'est-à-dire que le gars, il vous dit il faut travailler plus pour se sortir de la crise, mais il paye plus des deniers de l'État pour faire travailler les gens à cause de la crise. Donc le mensonge, on peut l'illustrer, si j'ose dire. Hein? Évidemment que quand il y a crise, difficultés, etc., il faut partager le travail. Ah, comment on partage le travail? Moi, j'ai eu l'autre jour, Alain Minc, en face de moi, à la chaîne parlementaire. Alors là... je l'avais déjà vu, c'est la première fois qu'on m'avait mis en face. Quoi. Je me suis calmé parce qu'on me dit il ne faut pas trop crier à la télé. Réserve-toi dans les réunions. Mais, et c'est vrai que bon, le gars, mais tranquillement, il est avec aplomb, quoi. Qu'il faut baisser les salaires, les retraites, travailler plus longtemps et plus dans la vie et tout. Et quand je dis partage du travail, il se gausse. Hein, se gausse, quoi. Mais le partage du travail, on peut le reprendre aussi.
Ils le font de façon brutale. Vous avez 5 millions de sans-travail, vous avez 3 millions de sous-travail, du temps partiel, et puis vous avez le reste qui fait des heures sup. Enfin, ceux qui peuvent, une partie. Donc vous avez du surtravail, du sous-travail et des sans-travail par eux. Alors qu'ils ne nous disent pas qu'il n'y a pas de partage du travail, il existe. Il existe, et le chômage de masse, c'est bien le produit de Sarkozy, parce que là aussi, il fait la réunion emploi de janvier prochain pour vous faire croire qu'il fait quelque chose pour l'emploi. Alors, franchement, à 4 mois de son élection, bon, tout le monde sait que c'est du pipeau, mais quand même, c'est lui, les 5 millions de chômeurs. C'est le recordman de toute l'histoire de France. Celui qui vous fait la plus grande dette. Celui qui vous attaque sur tous les critères sociaux, c'est le pire président de la Ve République. Moi, je ne mets même pas sur le plan. À lui seul, il est Tea Party. Hein, on dit, oui, mais Le Pen, c'est pire. Mais Le Pen, elle n'arriverait jamais au pouvoir si elle n'est pas dans les bagages de Sarkozy. Et Sarkozy se prépare, je vous le dis, à la faire venir dans ses bagages. Il est pour l'alliance avec le Front National. Et quand les gens disent qu'il essaie de faire de la politique pour piquer leur voix, c'est secondaire. Il essaie de faire de la politique pour qu'il y ait une force plus grande, eux et lui. Voilà. Et il ne faut pas tomber dans le piège, je ne sais pas quoi, l'autre. Oui, l'autre, c'est une... Bon. Mais c'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui fait les trucs racistes. C'est lui qui fait les trucs contre les Français d'origine étrangère. C'est lui qui baisse. Alors, tout, parce que tout le monde ne voit pas. Moi, c'est tout le monde tellement dur. Je veux dire, là, le truc du baisse des indemnités de congé maladie, enfin, d'indemnités journalières maladie, au-dessus de 2 000 €. Alors, pour une fois, le journal Le Monde a fait un tout petit peu son travail. Ils ont montré que chez Total, ça touchait rien parce que les gens, fort heureusement, avaient une convention collective confortable. Que dans la fonction publique, ça sera un jour de congé, un jour de carence quand même, qui va diminuer parce que moi, je connais les catégories C, etc. Un jour, c'est un jour dans l'état actuel des choses. Parce que comme il n'y a pas de sous, bon, et ensuite, après, ils montrent que dans les PME, alors là, il y aura les 4 jours, puis peut-être 90% pendant un mois. Et ensuite, dans les toutes petites, ou là où les gens sont précaires, ça sera 4 jours, puis 50%, parce qu'il n'y aura rien d'autre du point de vue couverture. C'est-à-dire que ça frappe. Ils présentent ça comme si ça visait les plus de 2 000 €, mais ça va viser en fait les gens qui sont dans les situations les plus précaires, les plus instables, les conventions collectives les plus faibles, et les boîtes les plus petites. Alors, et ça touche surtout un principe, parce que ça c'est le fond du principe qu'ils veulent toucher. C'est qu'il n'y ait plus de redistribution égalitaire sur le plan santé, voilà. Moi, Alain Minc, l'autre jour, il me dit, et Moati tombe dans ce panneau, mais je ne suis pas trop surpris, il lui dit, moi, mon père, à 102 ans, quand il était très malade, comme je suis très riche, eh ben, on m'a rien demandé, c'était la sécurité sociale et l'hôpital qui a tout pris en charge. Or, moi, qui suis très riche, j'ai la main, je t'aurais trouvé normal qu'on me demande à moi de payer pour mon vieux père de 102 ans. Et alors Moati, qui lui fait développer ça, lui dit à la fin, je suis d'accord avec vous, comme si c'était un beau geste de Alain Minc qui voulait payer, lui, riche, pour son père malade. Et moi, je suis contre que Minc paye pour son père malade. Je suis absolument contre. Je vais vous dire, je suis pour qu'on donne des allocations familiales à Minc, s'il a encore des enfants en bas âge. C'est-à-dire qu'on lui donne 80 € pour le premier enfant, 160 pour le deuxième enfant, et même 300 pour le troisième enfant. Je suis pour qu'on donne des allocations familiales à Alain Minc. Mais je suis pour qu'on lui prenne 80 millions € d'impôts s'il est riche. Parce que je suis pour des prélèvements progressifs et une redistribution égalitaire. Parce que si vous avez maintenant les riches qui s'occupent des riches à l'hôpital, vous aurez 2 hôpitaux à toute vitesse, celui pour les riches et celui pour les autres. Raffarin avait déjà essayé ça quand il disait on ne peut pas réparer de la même façon le bras de quelqu'un qui se l'est cassé au ski et celui qui se l'est cassé au travail. Mais si, je veux que le gars qui s'est cassé le bras au ski, il soit sur le lit à côté, dans la même chambre, que le gars qui se l'est cassé au travail. Je veux que tous les deux soient traités de la même façon. Mais je veux que si le gars qui est au ski, il est riche, il ait 30 tranches d'impôts progressives et qu'on lui prenne ce qui est le maximum, parce que je suis pour l'impôt direct et l'impôt progressif. Voilà. Alors eux, non, je ne suis pas pour l'impôt direct, on est pour la TVA. Et on va donc, c'est ce que Minc expliquait, on va donc en fait baisser les cotisations sociales. Voilà, donc le salaire brut, parce qu'il faut le dire aux gens. Faut dire, regardez votre feuille de paie, on va vous baisser votre salaire. Ah, c'est notre salaire brut. Oui, on va vous baisser votre salaire brut. Oui, mais je ne le touche pas tout de suite. Mais andouille, c'est ta santé, c'est ta maladie, c'est ta retraite, c'est ton logement. Regarde, on va te baisser ton salaire brut. Et ensuite, après, on va faire la TVA. Ah, c'est $1 la TVA. Ben oui, mais tout le monde. Oui, parce que paraît-il, il y a la moitié des Français qui ne payent pas d'impôts. Mais c'est pas vrai.
Ils en payent tous. Quand ils vont au supermarché, ils n'ont qu'à garder leur ticket. C'est comme la feuille de paye. Ils voient la TVA qu'ils payent au supermarché. Donc, mais le plus pauvre paye. Bon, voilà. Alors, tout ça, c'est ce qui suit la démonstration sur la dette. Et on peut remonter la pente comme ça, dans les 3-4 mois qui viennent, si on le fait. Les recettes, les salaires et hausser les salaires. Je crois que le plus important, et l'idée la plus provocante, mais en même temps la plus forte, et écoutable, même par les gens qui n'ont pas beaucoup de culture politique ou pas de culture économique. La plus grande provocation qu'on peut faire contre eux, c'est de dire c'est maintenant qu'il faut augmenter les salaires. La hausse massive des salaires. Dès que vous faites ça, vous poussez les gens d'abord à quelque chose qu'ils ont envie, et ensuite vous déroulez le raisonnement pour choquer contre les abîmes, les abysses des dettes qui leur sont agitées tous les matins, en disant oui, on peut le faire, oui, la France est riche, oui, c'est la réponse, oui, si on veut qu'il y ait de la consommation, oui, si on veut que l'industrie et l'économie repartent, oui, c'est la hausse des salaires, oui, c'est la redistribution des richesses. Vous avez une autre variante de gens qui vous disent non, il faut d'abord relancer la croissance. Ah oui, on relance mais comment tu relances la croissance? Pour relancer la croissance, il faut augmenter les salaires. C'est le préalable, c'est pas la conséquence. Alors les gens ils disent non, ça sera plus tard. On va lancer la croissance et après on vous redonnera. Mais ça fait déjà 50 ans que ça dure ça. La bonne solution, c'est la redistribution des richesses. Théorème de Schmitt. Ouais, la redistribution des richesses d'abord, et ça fait redémarrer l'économie, et on s'affronte aux banksters sur la question de la dette, et on relance. Bon, en fait, ils disent eux toujours, Tina, comme vous connaissez la phrase, there is no alternative. Ça, c'est l'alternative. Ben, merci de votre écoute. Au TCE, ils ont arrêté de faire voter en Europe. Parce que tout le monde aurait voté non. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il y avait un communiqué de Bruxelles, c'était hier, il disait comment on peut faire le nouveau traité sans passer ni par les parlements, ni par des référendums. Bon, à mon avis, ça prouve qu'on n'est pas isolé. Et que s'il y a un pays qui bouge en Europe, les autres pays seront pour. Pas les chefs des autres pays, mais les peuples des autres pays. On vient d'avoir, combien c'est 2 millions de manifestants. Non, mais 2 millions de manifestants à Londres. C'est la première fois depuis, je ne sais même pas citer. On a eu plusieurs fois plusieurs millions de manifestants à Lisbonne, Madrid, à Athènes, et puis à Rome. Bon, voilà. Bon. Attendez, excusez-moi. En France, on a joué notre tour l'année dernière. Ah oui, parce qu'il n'y a rien tout de suite pour une raison très simple. C'est qu'il y a eu 8 millions de manifestants en 2010. Au total, 8 millions de personnes ont participé à au moins une manifestation. Donc et il y en a plusieurs qui ont participé à beaucoup. Et on a des manifs de 3 millions. Et une bataille pendant près de 7 mois. Et donc cette bataille, à la fin, ça s'est terminé. On avait un ayatollah en face de nous, un dictateur birman qui a dit « j'écoute pas, allez vous faire voir ». Les gens ne sont pas fous. Pourquoi on n'a pas de mouvement des indignés ou autre chose ici? Parce qu'ils disent, il ne nous a pas écoutés, on a fait tout ce qu'on a pouvait, et on était au bord de la grève générale l'année dernière. Au bord, un cheveu. On n'a pas eu de cheveux, mais on était au bord. Bon, les gens, ils attendent pour le déboulonner. Et c'est de cette façon-là que moi je pense que Sarkozy, c'est le grand capital c'est Sarkozy. Tout est dans tout, mais ce mec-là incarne quand même quelque chose de particulier. Et même dans le grand capital, ils n'ont pas toujours tous exactement les mêmes lignes. Hein. Faut bien dire les choses, c'est pas exactement la même chose Sarkozy que les 4 chefs qu'il y a eu auparavant, pour raison très simple. C'est que ce gars-là, il a une doctrine qui est néolibérale, thatchérienne, réganienne, puisée dans tous les trucs les plus réactifs qu'il y a même dans le grand capital, et qui aurait été Pinochet s'il pouvait être Pinochet. C'est le gars le seul qui vous dit je veux détruire 60 ans d'histoire de ce pays et je veux abroger tout ce qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale. Les autres ne le disaient pas de cette façon-là, c'est pas qu'ils ne pensaient pas, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais c'est comme le MEDEF et le CNPF. Je suis pas en train ne me fais pas le procès, je suis pas en train de valoriser le vieux CNPF, mais quand on est passé du vieux CNPF au MEDEF, qu'est-ce qui a changé? C'est que le vieux CNPF reniait tout ce qui était sorti de la Seconde Guerre mondiale. Parce que le nouveau MEDEF a dit « je veux mettre à bas et complètement liquider même l'idée de ce qu'il y avait ».
C'est des politiques à peu près similaires, mais ça ne se présente pas pareil. C'est qu'il le dit aujourd'hui ce qu'il faisait sans le dire. Oui, mais c'est un changement. La politique est faite de mots. La politique est faite de courants d'histoire. Les petits partis américains, c'est pas la même chose qu'Obama. Et pourtant, je défends pas Obama, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire. Mais je dis, c'est pas pareil. Et à l'intérieur de ces courants-là, on a en France le pire. C'est pas rien. S'il était réélu, en plus, ce serait un quitus. C'est-à-dire qu'un gars qui est réélu après avoir fait ce qu'il a fait, c'est pire que la première élection. Donc, quand quelqu'un me demandait comment ça a pu être possible, une réélection, c'est une défaite. Parce que c'est avaliser tout ce qu'il a fait. Donc la réélection est pire que l'élection. Voilà, bon, et derrière ça, c'est pour ça qu'il y a un tel enjeu. Et d'ailleurs, les gens sont un peu sages. Je disais qu'il y aurait des luttes sur les NAO, les salaires, etc. Mais maintenant, tout le monde attend l'échéance, parce que battre ce mec-là est devenu un enjeu pour faire basculer ou pas. Ça ne résout pas tout le problème du programme ensuite, etc. Mais c'est pas la première fois dans l'histoire, hein. Même le Front populaire n'avait pas dans son programme les 40 heures et les congés payés. Hein, c'était le programme radical, le Front populaire, c'était pas le programme du Parti communiste. Et quand il y a eu la grève, c'est ça qui a réglé, mais la grève a été autorisée parce que les autres étaient battus. Je fais mes comparaisons à la louche, mais c'est quelque chose comme ça. Et c'est pour ça, madame, vous me disiez comment ils sont légitimes. Ils ne sont pas légitimes, c'est clair, mais ils ont le pouvoir. Voilà, point. Et si on ne bat pas ce pouvoir-là, on n'a pas d'autre méthode tout de suite. On a essayé avec 8 millions de manifestants et 7 mois de lutte. On n'a pas réussi. Les gens le savent, empiriquement. Peut-être ça reviendra. Mais en attendant, comme c'est pas venu, moi je croyais que Sarkozy ne tiendrait jamais 5 ans. J'avais une foi de charbonnier, je disais c'est tellement instable, tellement provocateur, il y aura une explosion avant. On a été au bord, on ne l'a pas eu. Donc les gens maintenant attendent, il faut l'avoir. Et l'avoir, c'est le préalable. Les gens me disent ça ne résout pas tout. Bien sûr que non, ça ne résout pas tout. Mais c'est le préalable. Voilà, c'est le préalable. Dès son élection, vous serez bébé plus ou CC moins. Dès son élection, vous aurez des spéculations et puis des machins, etc. Mais évidemment, c'est comme ils ont fait d'ailleurs en 80 et 82, bien sûr, bien sûr. Et nous savons tous que ça dépend du rapport de force sociale à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher cette chose-là d'avance. J'ai la conviction que même avec le meilleur programme, c'est bien d'avoir le meilleur programme possible, c'est pas tout ça que je conteste, mais même le meilleur programme ne vous résout pas ce problème-là. Parce que ce problème-là, c'est le rapport de force qu'il y a après. Et donc ce qu'on fait dans des réunions comme ce soir, parce que moi je trouve toujours qu'il n'y a pas de petites réunions, c'est comme ça qu'on va traiter TF1. Donc, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'ajuster nos arguments, d'échanger nos idées, pour avoir la plus grande force de conviction possible pour les battre. Donc voilà, c'est ça qui vaut la peine de se rencontrer ce soir. Moi, je fais 100 réunions par an, parfois 110, 120. Je suis un peu, on me dit, parce que je sais que c'est comme ça que ça se gagne. C'est comme ça qu'on avait gagné sur le traité européen en 2005. J'ai au moins une expérience qu'on peut battre TF1. Et comme ça qu'on a tenté de faire sur les retraites, on n'a pas gagné. On était au bord. Et c'est comme ça qu'il faut faire pendant les 4 mois qui viennent. Et sur la dette, moi je trouve que les gens, soyez confiants parce que on est dans le pays le plus politisé du monde. La France, bien sûr. 2, 3 millions, 3, 4 millions de personnes sont très politiques dans notre pays. Hein, et ça compte énormément. Et même le syndicalisme, il est très divisé, mais il n'est pas si faible que ça. Et donc, ayons confiance dans cette force. Le tout, c'est qu'à l'élection présidentielle, il nous faut 20 millions de voix à l'arrivée. Ah oui. Voilà, point. Donc, il faut qu'on soit la roue, qu'on traîne la grande roue dans laquelle il y a 20 millions de personnes. Nos enfants vont payer la dette pour nous. Parce que c'est une phrase que j'ai oublié de dire tout à l'heure. D'habitude, je ne le mets jamais parce que quand ma petite fille est née, on m'apprend sa naissance, j'étais tout content. Et la radio disait, chaque enfant qui naît avec 20 000 euros de dette sur la tête. Alors, ça m'avait mis très en colère. Le journaliste qui fait ça, il est très malhonnête. Ils sont nombreux à dire ça. Parce qu'il faut répondre comme ça. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas égalité, on ne divise pas la dette par le nombre d'habitants. Tout le monde n'est pas égalité face à la dette. Il y a les enfants de ceux qui possèdent la dette. Il y a les enfants de ceux auxquels on demande de rembourser la dette. Et ce n'est pas les mêmes. Ma petite fille était dans la deuxième catégorie. Hein. De la même façon, sur les emprunts, il faut attaquer Sarkozy aussi sur l'emprunt de 35 milliards du début de l'année. Parce que tout le monde oublie que 35 milliards, c'est pas rien. Et il fait un emprunt. On est endetté, il fait un emprunt. Ils ont déjà commencé la réponse. Ils ont dit, vous voyez qu'on ne fait pas complètement d'austérité, on met quand même dans la recherche pour l'avenir. Mais qu'est-ce que était le sens de l'emprunt? C'est que comme ils ne prenaient plus d'impôts aux riches, les riches avaient de l'argent,
Il leur a dit, messieurs les riches, l'argent que je ne vous prends plus, prêtez-le-moi. Je vais vous le rendre avec des taux d'intérêt majeurs. Les riches, ils ont dit oui. Et après, ça rentre dans le trou de la dette et ils disent, voyez-vous, la dette est grave, payez-la. Donc l'emprunt fait partie du mécanisme de ça. Et ça, c'est un des aspects qu'il faut aussi montrer aux gens, quoi. C'est 1 euro symbolique, c'est ça qu'il faut créer comme situation. C'est-à-dire que le fait de dire on fait un audit de la dette, le fait qu'on dit on trie la dette, c'est qu'on les met en faillite. Parce que le résultat, c'est qu'ils sont en faillite. Quand ils sont en faillite, vous les prenez pour 1 euro. Parce qu'on nous dit, ah non, il ne faut pas les mettre en faillite, ça va être terrible. Mais si on reprendra évidemment les salariés, les murs et tout ça, et on gérera autrement pour les taux de crédit, pour les machins, pour 1 euro symbolique. Parce qu'aujourd'hui, ils disent, vous ne pouvez pas, regardez, on a 1500 milliards d'euros derrière notre banque, on a un matelas, etc. Et puis vous nous devez pour 10 ans, 15 ans. Et c'est ça qu'il faut renverser pour pouvoir les avoir à l'œil. Ce qui est très important, c'est que on ait confiance et qu'on travaille à faire en sorte de donner confiance. Parce que c'est vrai que avec cette histoire de dette, avec cette histoire d'agence de notation, on culpabilise, y compris les plus malheureux. On leur fait croire qu'en définitive, ils sont en partie responsables de cette situation. Alors que, Gérard, il l'a bien expliqué, là, je crois, de façon très, très imagée, que la dette, les agences de notation, effectivement, c'est qu'une valeur relative. Et qu'en définitive, il faut qu'on redonne confiance à chacun, à chaque citoyen. Il faut qu'on redonne confiance aux salariés, de leur propre pouvoir, ce qu'ils représentent. Moi, j'avais parlé tout à l'heure de revaloriser le travail, par exemple. Vous savez dans tous les secteurs de l'économie aujourd'hui, il y a des suicides. Dans les banques, il y a des suicides. Hein, il y en a eu, France Télécom, ça a défrayé la chronique. Deux par jour. Ouais, il y en a eu chez Renault. Non, mais vous voyez, on a dévalorisé la valeur travail. Je crois que, premièrement, il faut... nous, c'est dans notre programme, on veut revaloriser la valeur travail. On veut redonner la dignité aux salariés. On veut que chaque citoyen joue un rôle à la place où il est. Et justement, la bataille que l'on mène, y compris alors, sur l'argent. L'argent, contrairement à ce qu'on nous fait croire, c'est pas les dieux de la finance, c'est pas des gourous qui sont capables de gérer les banques. Ce sont les salariés, les premiers, qui peuvent aider à gérer les banques dans l'intérêt général. Je vous dis, moi j'ai été pendant 40 ans dans une banque d'affaires en plus. Hein, c'était pas une banque de dépôt. Dans une banque d'affaires, on donnait des crédits aux sociétés. Eh bien, il appartenait quand même, et à l'époque on a été nationalisé, il nous a appartenu à certains de nous battre pour que des crédits soient accordés à des entreprises, à des entrepreneurs qui voulaient créer des emplois, qui n'avaient pas de fonds propres. On est arrivé. Mais maintenant, il faut passer à une étape suivante. C'est de nationaliser, reprendre le pouvoir dans les banques, reprendre le pouvoir de l'argent, parce que qui détient l'argent détient le pouvoir. Et cette nationalisation, comme l'expliquait Gérard, là, c'est vrai qu'on peut l'avoir au moindre prix. La capitalisation des banques, la valeur de leurs actions, y compris de la BNP, elle a chuté de façon considérable, parce qu'ils ont fait ces fameux crédits aux pays qui ne pourront jamais rembourser. Donc, notre programme passe par la nationalisation des banques, mais pas l'étatisation. Il ne faut pas que ce soit le pouvoir d'en haut, même s'il est de gauche, qui donne les directives pour le fonctionnement des banques. Il faut que ce soit les salariés. Les conseils d'administration seront tripartites, avec des représentants de l'État, des représentants des salariés, des représentants des usagers. Et les présidents des conseils d'administration ne seront plus désignés par l'État, comme c'est actuellement. Même Sarkozy désigne tout le monde.
mais même y compris en 82, les présidents des banques ont été désignés par Mauroy, par le président du Conseil. C'est quand même pas, c'était pas, enfin à mon avis, on aurait pu faire mieux. Bon ben, nous demandons qu'ils soient élus par les conseils d'administration et révocables, le cas échéant. Mais enfin, mais je crois qu'il faut qu'on ait confiance. Et la France, effectivement, comme ça a été dit ce soir, la France est un pays riche qui a des ressources, mais on est pillé par des oligarques et le pouvoir de l'argent. Voilà, enfin moi je crois que on pourrait en... Je vote. Merci. Juste par rapport à l'espérance, je repense à la formule qu'avait employée le couple Pinson-Charlot qui était venu ici même l'année dernière à propos de leur livre Le Président des riches, et qui nous ont rappelé, enfin, et je trouve que c'est important d'y penser, c'est que les riches, certes, sont puissants, mais nous sommes plus nombreux qu'eux. Et que si nous savons nous mobiliser, je pense qu'il y a des choses possibles. C'est à ça qu'il faut penser en permanence. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Voilà. Et nous, on vous propose que cette assemblée ne soit pas sans suite, puisque, comme l'a dit Gérard, comme le dit Jacques, la question pour nous, citoyens, maintenant, dans les mois qui viennent, c'est de voir comment, ensemble, on va pouvoir justement monter ce mouvement populaire, ce rapport de force, qui fait que ces idées, comme on l'a développé là aujourd'hui, de reprendre confiance parce qu'on a mieux compris le système et qu'on voit, en tout cas, une chose est sûre, et c'est je veux dire, ce qui peut apparaître absurde dans ce que nous vivons, moi, je le trouve moi comme ça. On ne fait que parler de richesse, excès de richesse, démontrer qu'il y a plein d'argent, et en même temps, on est en train de vouloir nous appauvrir. Donc on est vraiment là devant un problème citoyen et politique. Je crois que c'est vraiment, la question est posée au-delà c'est une véritable changement, une rupture avec un système vers lequel il faut aller, un changement de société, et on peut dire, parce que la question a été posée au niveau du monde, une question de civilisation. C'est-à-dire qu'actuellement, la question qui nous est posée à tous, c'est est-ce qu'on va faire gagner et imposer que les droits humains soient prioritaires à toute décision politique. Et ce qu'on a démontré ce soir, ce que vous avez démontré, c'est qu'il y a des moyens, il y a l'argent, et là, ça nous appartient. Comment on se réapproprie cette chose-là? Et donc ça demande de se construire des pouvoirs nouveaux. Parce qu'il y a ça. Il y a vraiment... parce que des fois, ça peut paraître un peu fou pour nous de penser que c'est possible. Mais la question, c'est bien qu'il nous faut faire preuve d'imagination à partir d'éléments qui existent dans d'autres pays du monde ou qui ont existé par le passé. Parce que 45, la Sécu, par exemple, et tout ce qui s'est fait, ben, c'est la preuve qu'on est capable de le faire. Donc, oui. Oui, donc, donc, je veux dire... donc la question, c'est bien, mais comment on va le réussir, ce challenge-là, ce défi, le relever, que si on travaille ensemble. Donc c'est pour ça que nous proposons qu'on voit comment on puisse continuer des assemblées qui continuent peut-être sur la finance. Moi j'avais une idée, j'aimerais rencontrer les salariés de la BNP pour parler nationalisation avec eux, d'autant plus que la BNP devrait être le sauveur de la ville de Levallois après que le Cheikh El-Jaber nous ait quittés. Donc on pourrait peut-être rencontrer les salariés de la BNP et construire une bataille ensemble pour voir quel pouvoir on peut se redonner, eux dans leur banque et nous dans notre ville, pour... voilà. Non mais je crois qu'on est... Voilà, on est devant, et je trouve qu'on a là un appel et des éléments qui nous interpellent sur ce qu'on peut faire ensemble pour construire cette campagne. Voilà.